par un de vos confrères qui m'avait appelé dans la journée. J'étais occupé, je n'avais pas vu l'appel. Et c'est en le rappelant qu'il m'annonce qu'il voulait s'assurer de la réalité de l'information qu'il avait vue sur les réseaux sociaux. Et j'ai ensuite appelé des collègues à Kara qui m'ont confirmé la triste nouvelle. Et franchement, c'était un choc. Condoléances à la famille, qu'il repose en paix, c'est tout ce que je peux dire. Condoléances à la famille professionnelle et biologique du directeur du CHU de Kara qui a trouvé hier la vie dans cet accident tragique à hauteur de Wahala, alors qu'il venait de Kara pour Lomé. Retour avec, on va parler un peu plus des choses un peu plus gaies pour commencer cette émission. Vous faites partie des 11 intellectuels africains qui ont pris la parole dans un ouvrage collectif intitulé Enraciner la démocratie, parole d'intellectuels du tandem Roger Folikou et de Maryse Kouachi. L'ouvrage dédicacé le 17 février dernier à Lomé. Peut-être David Dossé, d'emblée, pourquoi un tel ouvrage? Qu'est-ce que vous dites concrètement dans ce livre? Il faut savoir que, pardon, je disais donc qu'il faut savoir que pour nous, la démocratie demeure le meilleur système. Même si ce n'est pas la perfection, la démocratie demeure le meilleur système pour conduire à l'épanouissement des peuples africains et permettre ainsi le développement de notre continent. Et malheureusement, depuis les années 90, nous étions partis sur une véritable espérance en matière de démocratie avec l'avènement du multipartisme, la liberté associative, les constitutions qui sont apparues, les élections qui ont vu le jour dans les années 90, donc avec beaucoup d'espoir. Finalement, 30 ans après, c'est la désillusion. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes préfèrent applaudir, soutenir des putschs militaires que de dire non, il faut s'inscrire dans des processus de dévolution démocratique du pouvoir. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce que ce système, qui pourtant est reconnu comme étant le meilleur pour permettre tout ce que je viens de dire, pourquoi est-ce que finalement les jeunes se détournent de la démocratie? En réalité, les jeunes ne se détournent pas de la démocratie. C'est qu'on a vendu une illusion démocratique. Prenons le cas du Togo, n'allons pas très loin, avec des élections qui ne sont pas de véritables élections. Même si on peut, on peut chercher à dire que le Togo est un pays démocratique, le Togo est inscrit dans un processus démocratique parce qu'il y a le multipartisme, parce qu'on a une constitution, parce qu'il y a des élections. On sait pertinemment que la Constitution est constamment foulée aux pieds par la première autorité publique. Les élections ne sont pas transparentes au Togo, etc., etc. Donc c'est cette désillusion démocratique qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup, surtout les jeunes, semblent vouloir se détourner de la démocratie. Donc il fallait revenir aux fondamentaux, et c'est ce que nous avons essayé de faire dans ce livre intitulé Enraciner la démocratie en Afrique. Et je voudrais, si vous le permettez, remercier mon ami Roger et Maryse pour nous avoir poussé à le faire. Moi, je ne suis pas du tout écrivain. Je ne me sens pas du tout l'âme d'un écrivain après avoir inscrit ces quelques lignes dans cet ouvrage. Mais je les remercie vraiment de nous avoir poussé. C'est un autre exercice que vous avez eu à faire. Un exercice très intéressant qui m'a permis d'aller voir. Moi, je devais parler des intellectuels et de leur engagement. On va aller, mais l'ouvrage de 332 pages retraçait des thématiques comme la religion, la démocratie, même l'économie. Et vous vous êtes intéressé au thème quel positionnement des intellectuels dans le débat politique. Professeur David Dossé, qui appelez-vous intellectuel dans votre réflexion? Alors, pour moi, c'est cette personne qui s'adonne à un exercice de réflexion, un exercice d'analyse à partir de son vécu, à partir de son éducation, à partir de sa formation. Et une fois qu'il a procédé à cet exercice de réflexion et d'analyse, il met le produit fini à la disposition de la population. Généralement, on dit que ce sont les universitaires parce qu'on estime que c'est vraiment le stade le plus abouti en termes de réflexion et d'analyse. Mais il n'y a pas que les universitaires. Et pire encore, il y a des situations où les universitaires ne se comportent pas du tout en intellectuels parce que malheureusement, ils ne jouent pas ce rôle qu'on pourrait attendre d'eux. C'est-à-dire, comme je viens de le dire, faire de la réflexion et mettre le produit de la réflexion au service de la communauté, surtout lorsqu'il y a des questions d'enjeu national qui se posent. Lorsqu'il y a un sujet
Je prends le cas du Sénégal, sortons du Togo, le cas du Sénégal, où on a vu donc le président Macky Sall décider du report du scrutin de l'élection présidentielle. Il a fallu qu'il y ait des intellectuels qui prennent la parole pour éclairer le peuple et situer l'opinion. Si vous n'êtes pas un juriste, si vous n'êtes pas quelqu'un qui a suffisamment d'informations sur la constitution du Sénégal, vous ne pouvez pas prendre position et dire le président Macky Sall a raison en reportant ou bien le président Macky Sall a tort. Globalement, vous pensez que ces intellectuels-là sont absents dans les débats politiques africains, togolais? Tout à fait. Malheureusement, c'est le constat qu'en Afrique, en général, et au Togo en particulier, j'insiste sur le cas particulier du Togo, beaucoup d'intellectuels il y a très peu d'intellectuels qui osent se prononcer sur les questions importantes, qui osent prendre position. Et c'est ce que moi j'ai essayé de développer dans l'ouvrage. Et le jour de la cérémonie de dédicace, justement, les Sénégalais, quelques intellectuels sénégalais avaient pris la parole contre la position du président Macky Sall. Et cela a fait l'objet de débats dans la salle, mais c'était une façon de dire que c'est bien de voir des universitaires sénégalais jouer le rôle d'intellectuels en prenant la parole et en situant l'opinion. Mais ces phénomènes sont trop rares et paraissent finalement inédits. Il faudrait faire en sorte que ce soit quelque chose d'habituel dans nos pays. Voir des universitaires au Togo prendre la parole. Mais qu'est-ce qui les dérange? Qu'est-ce qui les empêche à se prononcer sur les débats? Est-ce que c'est une façon de préserver son poste ou bien d'être toujours dans les bonnes grâces? Très bonne question, parce que malheureusement on a le sentiment que beaucoup d'intellectuels sont assujettis à l'exécutif dans les pays africains. Et donc en étant assujettis, on a peur de prendre la parole, surtout s'il s'agit d'aller dénoncer des faits perpétrés par le parti au pouvoir. Quand il s'agit, bien sûr, d'encenser le parti au pouvoir, ils seront toujours très nombreux à applaudir, à dire, à jouer de la propagande pour le parti au pouvoir. Mais lorsqu'il s'agit de prendre fait et cause pour la population contre le parti au pouvoir, je vous assure que beaucoup sont aux abonnés absents. Si vous le permettez, en 10 secondes, je me souviens qu'il y a quelques années, nous avions, dans le cadre d'une action à l'université de Lomé, nous avions écrit un petit paragraphe d'une dizaine de lignes que nous avions vraiment édulcoré pour ne heurter personne. Et nous avions sollicité de la part des collègues une petite signature sous forme d'une petite pétition à adresser à la présidence de l'université. Je pense qu'on est plus de 500 enseignants, nous n'avions pas eu 10 signatures et finalement nous avons laissé tomber. Voilà, malheureusement. C'est des exemples qui montrent que les intéressés démissionnent au débat. En tout cas, les universitaires togolais, je crois qu'on démissionné. C'est un ouvrage collectif où 11 intellectuels, dont 8 Togolais, un Béninois, un Sénégalais et un Congolais ont pris la parole sur des divers domaines de compétences les uns que les autres. Parce que vous êtes le premier porte-parole du Fonds citoyen Togo Debout et le coordonnateur du grand mouvement citoyen, le GMC. Qu'est-ce qu'il est devenu, le GMC? Le GMC est toujours là. Le GMC poursuit son petit bonhomme de chemin dans un contexte et dans un environnement marqué par la restriction de l'espace civique. Je pense que tout le monde voit aujourd'hui ce qui se passe dans ce pays, où lorsque vous voulez vous réunir à 10, à 20, à 30, on envoie une escouade de police ou de gendarmerie, vous déloger et vous empêcher de vous réunir. Les réunions privées sont même empêchées par l'autorité et je crois que c'est une situation qui est extrêmement grave. Et c'est donc dans cet environnement totalement hostile que le GMC essaie pour le moment de tracer sa voie, petitement, mais focalisé sur des objectifs à moyen et à long terme. Vous l'avez dit ici que c'est des objectifs que vous allez développer petit à petit, mais pour certains, le GMC est déjà mort dans le feu. J'ai entendu quelqu'un qui se dit opposant. Bon, mais on ne va pas citer un nom, jamais. Citer, non. Même le qualifier, mais c'est aussi un Togolais. C'est un Togolais. Il est opposant. Alors, je sais pourquoi je le dis. Alors, donc quelqu'un qui se disait opposant, ou qui se dit opposant, annonçait la mort du GMC, comme vous l'avez dit, mort dans l'œuf.
Ce que je voudrais dire, c'est que nous sommes partis depuis le 3 août sur des objectifs très précis. Voir comment est-ce que nous pouvons contribuer à la remobilisation dans ce contexte d'apathie, de découragement général, voir comment est-ce qu'il faut vraiment aller vers le peuple togolais à la base. C'est ce que nous avions dit lors du lancement. Information, on est en mesure de se positionner, on est en mesure de s'engager. Nous avons, je crois, commis une erreur au GMC, c'est qu'à un moment donné, nous avons mis de côté nos fondamentaux, nous avons mis de côté nos objectifs et nous avons mis comme priorité comment soutenir les entités désireuses d'aller aux élections législatives et régionales, comment est-ce qu'on peut les soutenir dans leur volonté de se mettre ensemble pour constituer des listes communes. Cela nous a pris plus de 8 à 10 semaines. Et comme je l'ai dit, c'est fini. Comme je l'ai dit, je pense que ça a été une erreur parce que nous aurions pu concomitamment travailler sur nos objectifs initiaux, travailler sur les éléments de la charte, travailler sur, comme je l'ai dit, aller vers les citoyens, puisque la base du GMC, c'est la citoyenneté. Et en mis cela de côté, nous avons essayé, et je crois que ça a été un échec. Il faut le dire clairement, ça a été un échec. Nous étions presque arrivés à aider les entités à se mettre ensemble, mais en fin de compte, nous avons compris que c'était essentiellement des intérêts partisans et il n'était pas, à mon avis, très judicieux de poursuivre sur cette lancée. Donc, à un moment donné, au niveau de la coordination... Vous allez changer de fusil d'épaule. À un moment donné, au sein de la coordination, nous nous sommes retrouvés, nous avons dit, qu'est-ce qu'on fait? On a dit, on revient vers nos fondamentaux. Et c'est là où nous avons décidé d'organiser le premier café citoyen, qui constitue vraiment l'élément de base du GMC, puisqu'il s'agit pour nous d'aller vers les citoyens, de discuter avec les citoyens, d'apporter l'information. Au niveau social, qu'en est-il des problèmes de santé, qu'en est-il des problèmes d'éducation, la corruption au Togo, l'économie au Togo, etc., etc. Discuter avec les gens, apporter l'information, organiser des débats contradictoires. Et une fois que les gens sont informés, je l'ai dit, les gens sont véritablement en mesure de s'engager. Et donc, nous avons perdu beaucoup de temps à nous occuper d'autres choses. Et là, je vous assure que le GMC est revenu. Bien sûr, le café citoyen n'a pas pu se faire pour des raisons que vous connaissez. J'ai évoqué le contexte qui est particulièrement hostile avec l'autorité publique qui, aujourd'hui, s'autorise tout ce qu'elle refuse aux autres, quelles que soient les organisations qui veulent se retrouver. Mais chaque fois, est-ce qu'il faut se cacher derrière ces refus-là pour ne pas aussi déployer ces actions sur le terrain? Parce que vous savez bien le contexte avant de lancer le GMC. Vous avez dit que vous avez des stratégies pour toucher la population. Parce que David Dossé, vous l'avez dit ici. Tout à fait. Mais si aujourd'hui, bientôt un an, vous êtes toujours sur la même proposition, la même idée, c'est difficile. Alors, je suis d'accord avec vous qu'il faut trouver d'autres moyens de communication, d'autres alternatives. Le GMC n'a pas un an d'âge. Le GMC, c'était depuis le 3 août de l'année dernière. Donc, nous avons 6 mois, 7 mois. Mais là, je vous montre, par exemple, un document, puisque le Front citoyen Togo Debout se trouve également dans cette même situation, puisque nous ne pouvons plus organiser de rencontres citoyennes, nous ne pouvons plus organiser de meetings, nous avons décidé d'aller vers les populations de proche en proche avec des documents comme celui que je vous montre. Malheureusement, nous sommes à la radio. Nous sommes sur la page Facebook de la radio. D'accord. Alors, vous voyez ce document avec le logo du Front citoyen Togo Debout. Ce document présente également l'article 30 de la Constitution qui, bien sûr, reconnaît, garantit l'exercice des libertés d'association, de réunion et de manifestation pacifiques et sans instrument de violence. Et à partir de là, nous entrons donc en discussion avec les populations et nous expliquons aux populations que ce qui se passe, c'est une entrave à l'article 30. À la liberté. Tout à fait. Et donc, comme vous l'avez dit, il faut trouver d'autres moyens de communication. GMC, dès sa naissance, vous l'avez dit, n'est pas une alliance électorale. Ça veut dire que le GMC survivra même au lendemain du 20 avril, au lendemain de tous les scrutins, mais vous êtes prêts à soutenir les entités qui s'y trouvent pour aller aux élections. Les élections, on en parle justement, finalement, c'est le 20 avril qui est retenu pour que les Togolais élisent les 113 et 179 conseillers régionaux. Globalement, au niveau du GMC, comment vous voyez
le processus électoral globalement? Le processus électoral ne sera pas meilleur que celui que nous avons connu en 2020 ou les processus antérieurs. Il y a très peu de signaux positifs, beaucoup de signaux qui font craindre une élection qui ne sera pas transparente. Je donne l'exemple du fichier où les populations de certaines zones n'ont pas eu la possibilité de se faire enrôler en totalité. Je donne l'exemple du découpage qui, pour nous, constitue aujourd'hui un élément particulièrement grave et dangereux pour l'avenir de notre nation, puisque depuis le mois de décembre, le Front citoyen Togo Debout avait réagi en adressant une saisine à la CNDH en disant que le découpage tel qu'il est conçu aujourd'hui, et compte tenu du travail d'analyse que l'ANC avait mis sur la place publique, et compte tenu également des rapports de certaines missions électorales qui étaient venues au Togo dans les années précédentes, il fallait absolument que la CNDH se saisisse de ce dossier. Et je crois que ça a été fait. La CNDH a adressé un document, une lettre au gouvernement en rappelant tout ce que nous avions dit, en rappelant les différents constats également qui avaient été faits par les uns et les autres, et en insistant sur le fait que le découpage tel qu'il est conçu aujourd'hui introduit un véritable déséquilibre, une véritable inégalité et un véritable caractère discriminatoire en termes de représentation au niveau du Parlement. En clair, il y a des circonscriptions, notamment les circonscriptions du sud du Togo, qui sont clairement défavorisées en termes de représentation au niveau du Parlement. Le passage de 81 à 113 ne résout pas le problème. Ce n'est pas simplement une histoire de nombre, c'est le partage ensuite. Déjà à 91, le partage était inéquitable. À 113, on pouvait espérer que, en augmentant le nombre, le pouvoir, l'exécutif se donnait plus de possibilités, plus de facilités pour rééquilibrer les choses. Mais on a l'impression que les choses sont pires qu'avant. Aujourd'hui, les circonscriptions du Sud sont défavorisées par rapport aux autres circonscriptions. On a l'impression que le gouvernement, en procédant à ce nouveau découpage électoral, méprise fortement nous qui sommes dans des régions du sud du Togo. La région maritime est défavorisée, le Grand Lomé avec ses deux préfectures est défavorisé. Lorsque vous faites l'analyse région par région, vous voyez qu'il faut 3 fois plus de personnes dans les régions du sud pour élire un député comparativement à d'autres régions. Si vous faites l'analyse préfecture par préfecture, nous avons l'exemple de Blita et par exemple de la préfecture de Zio, où d'un côté vous avez 100 000 habitants, 100 000 et poussières, et de l'autre côté vous avez 500 000, donc 5 fois plus d'habitants, et pourtant on octroie le même nombre de députés à la préfecture de Blita qu'à la préfecture de Zio. Comment vous pouvez expliquer cela dans un pays où on essaie de construire soi-disant une nation, où on essaie soi-disant de mettre en place un véritable vivre ensemble, j'ajoute harmonieux, dans un pays où nous avons une constitution qui, dans ses différents articles, prône l'égalité, l'article 5, tous les articles qui sont en lien avec les processus électoraux prônent l'égalité et disent qu'il ne peut pas y avoir de différence liée à l'origine ethnique, liée à l'origine régionale, etc., etc. Mais que faire aujourd'hui? Que font les OSC pour qu'on ait un scrutin quand même paisible et transparent? Alors, c'est aussi l'avis de tout le monde. Vous devez contribuer. Quelle démarche est faite au niveau des OSC? Déjà, il faudrait que les règles soient assainies. Et c'est vraiment le travail que s'est assigné le Front citoyen Togo Debout et d'autres organisations de la société civile. Le Front citoyen Togo Debout, par exemple, je l'ai dit, dès le mois de décembre, a saisi la Cour nationale, la CNDH, pour demander à ce que, justement, un regard particulier soit apporté
ou soit porté sur la question du découpage électoral. Nous sommes en train de suivre l'évolution de ce dossier au niveau de la CNDH et nous pensons que, et là je fais référence à un article d'un juriste, c'est vrai que nous disions que les intellectuels se prononcent très peu, mais je voudrais ici saluer, je ne le connais pas, le juriste Bibi Pakom Moug, que je ne connais pas, mais j'ai lu donc l'article qu'il a fait sur la question du découpage électoral. Il revient effectivement sur le caractère totalement discriminatoire du découpage depuis le décret du 8 janvier 2024. Et lui, il pense qu'il faut aller en justice. Même si aujourd'hui, beaucoup n'ont pas foi en la justice togolaise, il faut quand même créer le contentieux. C'est une façon de marquer l'histoire. Peut-être qu'on n'aura pas de gain de cause aujourd'hui, mais demain, cela laissera certainement une trace. Et donc, nous pensons que nous allons suivre son conseil et nous sommes en train de travailler sur ce dossier que nous irons certainement déposer au niveau de la Chambre administrative de la Cour suprême afin que cette juridiction puisse donner son point de vue sur la question du découpage. Au-delà de tout, les scrutins sont annoncés sur le 20 avril prochain, le double scrutin au Togo. C'est la première fois que le Togo organise les élections régionales, mais pour certains, aucune sensibilisation sur le scrutin. Est-ce qu'on aura un seul bulletin ou deux bulletins? Comment se fera le vote? Aucune information sur les élections régionales, mais au niveau des OSC, est-ce que vous sensibilisez aussi les populations sur les enjeux de ces élections et comment est-elle importante pour le pays? En tant qu'OSC, nous disons toujours que pour nous, la démocratie impose que l'on passe par des élections transparentes. Il faut donc, quelles que soient les difficultés aujourd'hui, continuer à inciter les populations à ne pas se décourager, dire aux populations que nous sommes conscients, nous ne sommes pas naïfs, nous sommes conscients que les dés sont pipés, nous sommes conscients que le jeu n'est pas équitable. Mais ce n'est pas une raison pour dire nous abandonnons le champ électoral au parti au pouvoir. Plus nous abandonnons le champ électoral au parti au pouvoir, plus nous laissons la possibilité au parti au pouvoir d'investir massivement le Parlement et de procéder ensuite aux modifications constitutionnelles qu'ils souhaitent et ensuite de nous les imposer. Donc vous saluez la mobilisation forte des partis politiques à participer à ces élections. Tout en respectant le point de vue de ceux qui ne veulent pas y aller, nous demandons quand même aux populations de se mobiliser. Vous savez, c'est un combat de longue haleine. Le champ électoral, il ne faut plus l'abandonner et il faut, personnellement, je tiens à le préciser, hein, je ne suis sur aucune liste, je ne me présente pas, mais je pense que j'irai voter et j'incite les populations à le faire. Et j'incite les populations à défendre leur bulletin, à défendre leur vote. Cela suppose que on s'inscrit sur les listes, on récupère sa carte, le jour du scrutin, on est dans les rangs, on dépose son bulletin dans l'urne, on reste pour s'assurer que tout se passe de façon correcte jusqu'au dépouillement. Je pense que c'est important. C'est une bataille. C'est une bataille parce que le Togo est ainsi, mais il faut qu'on mène ensemble cette bataille. Cette bataille-là. Madame, monsieur, c'est le mouvement citoyen pour la refondation du Togo, le GMC qui, par rapport au découpage électoral, compte saisir la Cour suprême pour dénoncer des irrégularités. Mais au-delà de ces irrégularités, on note une mobilisation de la classe politique et de l'opposition togolaise. Pas question d'abandonner, pas question de faire, refaire la même erreur comme celle de 2018 où on a boycotté ces législatives. C'est la mobilisation générale dans tous les états majors. Mais le professeur David Dossé, des voix se lèvent encore pour appeler l'opposition à une unité d'action pour aller à ces joutes électorales. Vous, au niveau des OSC, est-ce que vous y travaillez? Une union de l'opposition est-elle encore d'actualité? Alors pour moi, ce n'est pas véritablement un enjeu. Je pense que l'opposition peut certainement mutualiser ses énergies sur des éléments précis, mais exiger de l'opposition qu'elle se fonde en une seule force unique pour aller à cette bataille, à mon avis, ce sera une perte de temps. C'est peut-être l'idéal, hein? Peut-être que dans un monde on pourrait imaginer une opposition totalement unie, dans la vérité, dans la sincérité, mais je suis pragmatique. Après avoir essayé de mettre ensemble
4 partis politiques au sein du GMC, après avoir essayé de discuter avec les uns et les autres, après avoir vu ce qui s'est passé en 2020, depuis 2020, je pense que si on veut s'inscrire dans ça, on risque de perdre beaucoup de temps et on risque de passer à côté des véritables objectifs. Soyons réalistes, soyons pragmatiques. Il y a des réalités, il y a des situations qui font que, vous savez, au Sénégal, aujourd'hui, beaucoup de gens citent en exemple le Sénégal, sa classe politique, les organisations de la société civile au Sénégal. Mais au Sénégal, on n'a jamais vu un seul... Mais aujourd'hui, on voit que ces 39 préfectures qui constituent la séquence électorale, est-ce qu'on ne peut pas s'arranger? Parce que si vous voyez que vous n'êtes pas représentatif dans telle préfecture, est-ce que vous ne pouvez pas s'associer ou bien se mettre en union avec une autre formation politique et de placer vos candidats? C'est ce que je dis. Lorsque je vous parle de mutualiser les forces et les énergies, il y a certainement... C'est impossible. Il y a certainement des choses qui vont se faire. C'est sûr, parce que chacun à son niveau veut quand même vivre et survivre. Et donc, le terrain va certainement imposer des alliances, des convergences, des rapprochements. Mais vouloir coûte que coûte disposer d'une seule et unique force de l'opposition, même si dans l'idéal c'est peut-être ce qu'il faut, je pense que en tenant compte des réalités, c'est quasiment impossible. Et c'est pour ça que je parlais du Sénégal, je n'ai pas fini. On cite souvent en exemple la qualité de la lutte au Sénégal pour la démocratie. Mais au Sénégal, vous ne verrez jamais un seul candidat avec tout le monde aligné derrière lui. Vous ne verrez jamais une seule force qui devient la force unique de l'opposition. Voilà. Ok. Mais au-delà de ça, ces élections constituent quand même un véritable baromètre pour la présidentielle de 2025. Ça c'est clair. Que pour certains partis, 2025 se prépare dès ces législatives et régionales. Mais du côté du parti présidentiel, tout est presque prêt pour aller à ces batailles électorales. Le ton a été donné le 26 février à Kara, suite à ce deuxième congrès du parti Union pour la République, où plus de 1500 délégués ont pris part à cette rencontre présidée par le chef de l'État, Faure Gnassingbé, président du Parti Uni. Mais vous avez suivi tout ce qui s'est passé à Kara et le discours du chef de l'État qui a galvanisé ses militants à aborder avec sérénité, avec beaucoup d'humilité ces joutes électorales prochaines. J'avoue que pour ce qui est du congrès de Kara, effectivement, on pourrait avoir le sentiment que le parti UNIR, le parti au pouvoir, respire la sérénité et la tranquillité, mais il y a beaucoup de phénomènes qui se passent au Togo qui finalement amènent à penser le contraire. Je donne un exemple. Organiser un tel congrès, d'une telle envergure, pour le parti au pouvoir, avec des élèves que l'on habille aux couleurs du parti, je pense que c'est une véritable fausse note. Et je suis convaincu que le ministre Kokoroko, qui est quelqu'un de très rigoureux, prendra les dispositions. Pourquoi vous dispositions pour sanctionner les élèves, sanctionner les responsables d'établissements ou les responsables d'institutions publics qui ont été à l'origine de cette situation. Lui-même était dans la salle, les élèves il les a donc vus, et il a vu, et je suis convaincu que le ministre Kokoroko, je me répète, dans sa rigueur qu'on lui connaît, prendra certainement les sanctions à l'endroit de tout cela. Première chose. Deuxième chose, vous l'avez dit, un grand parti qui est au pouvoir depuis des décennies dans notre pays. Je veux parler de RPT Unir, bien sûr. C'est Unir ici, en 2012, il est là. Voilà, et si on ajoute le RPT, donc ça fait plusieurs décennies que nous avons ce système qui est au pouvoir au Togo. Et donc, dans sa sérénité, dans sa volonté d'aller de l'avant, puisque je voudrais revenir en fait à la question de la restriction de l'espace civique. Vous savez, nous, en tant qu'organisation de la société civile, il y a des situations que nous n'arrivons plus du tout à comprendre. Hier et avant-hier, j'étais à une formation organisée par le Symphode justement sur la liberté associative dans notre pays, la liberté syndicale, avec d'éminents formateurs, je ne vais pas les citer ici, permettez juste que je cite André Afanou et son collègue Etienne.
j'avoue que je suis sidéré par cette situation que nous vivons, où on vous empêche, quel que soit ce que vous voulez organiser, on vous empêche de vous réunir, mais dans le même temps, on peut permettre à des milliers de femmes qu'on convoie de partout, en bus, en camion, de se retrouver au stade de Kégué pour parler du FNFI. Vous les 10 ans. Du FNFI. Oui. Quand vous entendez ça, vous avez le sentiment que le FNFI a fait que le Togo est devenu une puissance émergente. Ça a aidé quand même des foyers. Et quand vous regardez les indices en termes de croissance individuelle, vous avez le sentiment que finalement, on n'a pas bougé d'un iota. On nous a présenté le FNFI en grande pompe avec toutes ces femmes au grand stade, avec le président, personne. Oui. On pourrait donc s'attendre à ce que le Togo aujourd'hui soit peut-être en termes de PIB par habitant. Je sais pas. Ok, au-delà de ça, voilà. Le blanc était au FNFI, le blanc aussi était au Congrès de l'Uni, sauf que le bleu s'est ajouté. Mais au-delà de ça, pour certains, c'est un congrès réussi parce que des orientations importantes ont été données par le chef de l'État à ses militants. Mais on va permettre à ceux-là qui nous suivent de réagir sur le 92 02 80 63 99 70 70 90 pour être en direct avec nous et poser des questions à notre invité, professeur David Dossé, le coordonnateur du JMC, qui est avec nous ce matin. Le premier intervenant, c'est Eric. Bonjour, Eric. Bonjour, monsieur Gildas. Bonjour. Bonjour, professeur. Oui, bonjour, monsieur Eric. Eric de Togo-Com. Ok, Togo-Com. Oui. Monsieur Gildas, notre invité, c'est Diego l'intellectuel, c'est celui qui a fait l'étude supérieure. J'aimerais lui dire ceci. Celui qui a son bac 2 et n'a pas pu faire les études supérieures, comment va-t-on l'appeler? Car il n'est pas avec non plus. Bon, de deux, quelles sont les chances de l'opposition de remporter la majorité parlementaire, étant donné qu'UNIR a la possibilité de le remporter? UNIR a plus de moyens. Merci. Merci beaucoup à vous, Eric. Monsieur Mikodome, bonjour. Oui, bonjour. Comment vous allez? Bonjour, professeur. Oui, bonjour. Comment vous allez? Ça va, merci. Merci. Moi, je voudrais vous demander à savoir que j'ai fait un constat au niveau du parti au pouvoir, c'est-à-dire le chef de l'État qui prône la parité genre en imposant ou en souhaitant que les femmes soient égales, au nombre égal aux hommes. Mais quand vous voyez dans nos administrations publiques, on ne constate pas ça. Comment est-ce qu'on peut expliquer cela? C'est-à-dire que quand nous allons dans des administrations, que ce soit la Poste, que ce soit la DTRF, que ce soit partout, nous constatons que ceux qui travaillent là-bas sont, excusez-moi, sur le stade du régionalisme, mais d'une certaine région. Et quand vous fouillez, vous n'allez pas trouver des gens qui sont des autres régions, ne sont pas nombreux comme ceux qui sont des autres régions. Okay. Bon, mais le chef de l'État parle tout le temps de 50-50, alors que nous ne constatons pas ça dans nos administrations. Est-ce que cela est normal? Ok. Merci beaucoup à vous, monsieur Mikodome. D'ailleurs, vous, on prend monsieur Gado. Bonjour. Allô, bonjour. Bonjour, monsieur Gado. Professeur, bonjour. Bonjour, monsieur Gado. Comment allez-vous? Oui, ça va très bien. Il a une vidéo qui circulait que parmi les 3 pays qui ont refusé la limitation des mandats à Accra, Sénégal était dedans. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Oui, si c'est vrai, pourquoi les Sénégalais ont laissé Macky Sall jusqu'à présent et il y a eu des morts avant de réagir? Merci, bonne journée. Merci à vous, bonne journée. On prend le dernier, c'est M. Agbouvon qui nous appelle, je pense, depuis Anguilla. Bonjour, M. Agbouvon. Bonjour, monsieur Gaz. Bonjour, monsieur l'invité. Oui, bonjour. Ok, merci beaucoup. Vous êtes notre professeur qui est venu à l'étudier ce matin. Je pense que vous avez l'idée pour nous expliquer ceci. Qu'est-ce qui peut expliquer la non-sécurité de nous, peuple togolais? Puisque si on nous appelle d'une chose publique, nous ne participons pas. Regardez, au Sénégal, les gens se sont réunis là-bas, ils ont demandé quelque chose, le président a dû reculer. Ils ont demandé l'avis de leur cour constitutionnelle ou je ne sais pas.
la Cour a tranché là-bas. Qu'est-ce qui peut expliquer que nous, est-ce que nous sommes des sous-peuples ou bien comment? Je ne comprends pas. Okay. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, vous qui êtes nos devanciers, Okay. vous pouvez nous expliquer ça? Ok, merci beaucoup à vous, monsieur Agbovon, qui nous appelle depuis Zanguera. Merci, c'est fini pour les réactions téléphoniques. On va aller avec Eric, qui nous appelle depuis Togo, comme lui est revenu sur la définition de l'intellectuel. Pour lui, c'est celui-là qui a fait des études supérieures, mais si vous avez votre bac et vous n'avez pas eu le temps d'aller plus loin, est-ce que vous êtes intellectuel ou pas? Et puis, sa deuxième question, c'est les sciences de l'opposition a remporté la majorité des sièges pour ces élections législatives et régionales. Oui, alors, je n'avais pas dit que l'intellectuel c'était celui qui avait fait des études supérieures. Je disais donc que c'est cette personne qui était en mesure de procéder à un travail d'analyse, à un exercice de réflexion à partir de son vécu. Donc il a une expérience, voilà, à trouver une solution à une situation actuelle. Donc il a un vécu, une expérience. Ça peut être même le paysan. Le paysan peut aujourd'hui, s'il a une grosse expérience dans certains domaines, je prends n'importe quoi, peut-être la culture du soja par exemple, il peut intervenir sur une question portant sur la culture du soja, et pour moi c'est un intellectuel, parce qu'il a un vécu, ou alors une éducation, voilà, une expérience à partager, ou une éducation, ou une formation. Et donc, ce qui se passe avec les universitaires, c'est que ce sont des gens quand même qui, pendant des années, ont été soumis à cet exercice de réflexion, à l'utilisation de la matière grise. Et c'est pour ça que l'on estime que généralement, que ce sont les personnes les plus à même de présenter à la population un sujet de réflexion, parce qu'ils ont eu le temps de faire la thèse, de faire l'antithèse, etc., etc. Ils sont habitués, ils sont des gens férus à ce genre d'exercice. Mais les chances de l'opposition... Les chances, il est évident que en l'état actuel des choses, il y a peu de chances, il faut le dire clairement, que l'opposition sorte en tête à l'issue des processus électoraux qui s'annoncent. Parce que les jeux, malheureusement, les dés sont pipés, les jeux ne sont pas transparents. Nous avons parlé du fichier, nous avons parlé du découpage qui est très mauvais, etc., etc. Mais je dis aussi que ce n'est pas une raison pour abandonner et dire que bon, puisque nous avons peu de chances de gagner, n'y allons pas. Allons-y, défendons chaque bulletin, défendons notre vote, et même avant l'élection, continuons à marteler que, par exemple, le fichier, il n'est pas bon. Il faut permettre à chacun d'y figurer. Continuons à marteler le fait que le découpage aujourd'hui, il est totalement discriminatoire. Nous qui sommes des circonscriptions du Sud, on ne peut pas à la fois nous défavoriser et ensuite exiger que l'on vote pour le parti au pouvoir. Il faut que ce soit un vote sanction, il faut le dire clairement. Vous nous défavorisez, ne venez pas nous demander de voter pour vous. Il faut voter contre le parti au pouvoir tant que les jeux ne seront pas faits de façon équitable dans ce pays. Ok, pour M. Mikodome, il revient sur la parité prônée par le chef de l'État. C'est conséquence, il a même prouvé dans le cautionnement 300 000 pour législatives. Les candidates vont payer la moitié de cette somme, mais l'administration est déséquilibrée selon M. Mikodome. Comment pouvons faire pour arriver à cette parité 50-50? Je pense qu'il faut continuer à se battre pour que nos sœurs, nos mamans, nos épouses soient davantage impliquées dans la gestion des affaires publiques au Togo. Et le fait que dans le cautionnement, on puisse réduire de moitié le cautionnement pour les femmes. Pour les femmes, je pense que c'est une bonne chose, c'est quelque chose qu'il faut saluer. Et au-delà de ça, il faudrait que les femmes s'engagent davantage dans les organisations de la société civile, dans les partis politiques, dans l'éducation, qu'elles puissent concourir et obtenir des postes. Donc il faut soutenir cela. Et je pense qu'il a raison. Le nom c'est Monsieur Mikodome, lorsqu'il estime que malheureusement, au-delà des annonces, la réalité démontre une vraie disparité. Et c'est pour ça que je dis, il faut continuer la lutte dans ce sens pour qu'il y ait un meilleur
équilibrage au niveau de l'administration, quelle que soit l'ethnie et quel que soit le genre. Ok. Pour M. Gado, par rapport à la question de la limitation des mandats parmi les 3 pays, à savoir le Togo, la Gambie, la Gambie dans le temps, le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Aussi, la Côte d'Ivoire. Il est revenu sur le cas du Sénégal qui figurait parmi ces pays-là, qui aurait refusé la limitation de mandat. Mais pourquoi a-t-on laissé Macky Sall? Bon, c'est ce qu'il veut dire, M. Gado. Tout à fait. Je crois que M. Gado est en train d'insister sur un élément capital. Et cela fait quelques années que nous nous sommes inscrits dans la lutte pour la limitation des mandats en Afrique de l'Ouest, parce que nous sommes convaincus que c'est la solution à beaucoup de maux que nous vivons aujourd'hui en Afrique de l'Ouest. Je reviens sur sa question. En 2015, 2 pays s'y étaient opposés. Donc je veux parler de la réforme du protocole avec la disposition qui limite les mandats. C'était notre pays, le Togo, et la Gambie du dictateur Yaya Jammeh. En 2022, il y a toujours le Togo, mais cette fois-ci accompagné de la Côte d'Ivoire et du Sénégal. Au début, on semblait dire que le Sénégal ne s'était pas opposé, que pour le fait que certains pays étaient sous sanction et n'avaient pas la possibilité de se prononcer, le Sénégal réservait un peu sa position par rapport à cette question. Mais très vite, on a compris que c'était un faux fuyant. Le président Macky Sall ne voulait pas, parce qu'il avait l'ambition de briguer un 3e mandat. Et très vite, vous savez, en septembre 2022, nous étions à Dakar pour lancer la campagne pour la limitation des mandats avec les 11 artistes qui ont produit cette belle chanson que vous avez certainement une fois déjà entendue. Et inimaginable, au Sénégal, on nous empêche de tenir un concert. Et à partir de là, les Sénégalais nous ont dit, hey, c'est vous qui venez de nous réveiller. C'est vous qui venez de nous réveiller. Nous savons maintenant que Macky Sall veut vraiment briguer un 3e mandat. Donc la situation actuelle vous donne raison. Totalement. Ça veut dire que c'est des signes. Bien sûr, avant-coureur. Peut-être déjà en juillet 2022, peut-être qu'on aurait pu l'imaginer, mais on disait que non, le Sénégal ne s'est pas vraiment opposé, il a réservé sa position. Ensuite, en septembre 2022, là on s'oppose carrément à cette initiative citoyenne de campagne pour la limitation des mandats, et c'est là où les Sénégalais se sont dit, ce monsieur, il veut briguer un 3e mandat. Et ensuite, on a vu les événements qui se sont enchaînés au Sénégal, et on a compris que c'est ce qu'il voulait faire. Mais il a dit qu'il va quitter le pouvoir le 2 avril. Certainement pas. Si aujourd'hui, le 2 juin, il sera retenu comme nouvelle date de cette élection présidentielle, mais bon, pour certains, donc ça, c'est dit clairement qu'aujourd'hui, vous ne voulez pas partir. C'est clair, c'est une évidence. Et je crois qu'il a fallu, bien sûr, que les Sénégalais se lèvent comme un seul homme pour lui barrer le chemin. C'est là où nous avons salué la sortie des artistes sénégalais, nous avons salué la sortie des universitaires au Sénégal qui n'ont pas eu peur. Malheureusement, nous ne sommes pas dans cette situation. Comme au Sénégal et en Guinée, on a vu une mobilisation générale. La Guinée, c'est la grève générale qui a été levée suite à la libération de ce syndicaliste. Le général Doumbouya est obligé de nommer un nouveau Premier ministre pour calmer la situation. Mais M. Agbouvon, pourquoi dans ces pays où on a ces regroupements spontanés, mais au Togo, c'est comme si on est fatigué, on ne répond plus aux mobilisations, on a un découragement total. C'est la préoccupation de M. Agbouvon pour boucler. Et je crois qu'il a raison. Mais ce qu'on se dit aussi, c'est que, quoi qu'il en soit, soyez certains qu'il y aura ce moment qui va intervenir de nouveau dans notre pays, où les populations vont se lever, les populations vont se mobiliser pour aller défendre leurs droits. Il ne faut pas attendre que ce moment arrive pour se lever et commencer à s'organiser. Il y a un adage qui dit chez nous que c'est pas le jour où on annonce la guerre qu'il faut aller préparer son fusil. Et donc, c'est pour dire qu'il faut rester dans cette perpétuelle dynamique de structuration, d'organisation et de sensibilisation, même si ça paraît difficile. Et c'est ce que nous essayons de faire au GMC, au Front Citoyen Togo Debout, aux universités sociales du Togo. En tout cas, nous essayons de continuer notre petite œuvre de sensibilisation, notre petite œuvre d'organisation et de structuration, en attendant ce jour où le peuple sera de nouveau mobilisé. Merci beaucoup à vous, professeur David Dossé, premier porte-parole du Front Citoyen Togo Debout et coordonnateur du Grand Mouvement Citoyen. Merci d'être passé dans cette émission. Merci à Ite Messan qui a assuré la mise en onde. La page Facebook était l'affaire de Claudia Agino et c'est Mathias Azialé qui a réalisé cette émission à 8h30. La rédaction
coordination sous la conduite d'Ernestine Akogo vous retrouve pour le journal en Hébreu. On vous souhaite déjà un bon et fructueux mois de mars dédié aux femmes.